Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Scatolin, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et porte-parole d'Immigration SCAT. Donc aujourd'hui, live sur la base pour monter un dossier en immigration clair et avec une bonne structure. Tout au long du live, vous pouvez écrire vos questions en commentaire. Je vais tenter de leur répondre. Il faut savoir que ce live est strictement à but éducatif. Il n'y a pas d'analyse de dossier. Il n'y a aucune promesse, aucune garantie que ça fonctionne. C'est juste des pistes de réflexion que je vous apporte aujourd'hui. Il faut prendre son temps pour les demandes en immigration. C'est important d'avoir une bonne préparation. Malheureusement, plusieurs personnes font ça vite et ça entraîne des refus. Un dossier clair, c'est un dossier cohérent, bien monté, uniforme et logique. Il ne faut pas prendre pour acquis que l'agent qui va étudier votre demande va faire le lien entre ce que vous dites dans le formulaire et le document que vous donnez pour démontrer telle chose. Il ne faut pas prendre pour acquis non plus que l'agent va comprendre ce que vous voulez dire, qu'il va aller voir dans votre dossier ce que vous avez déjà. La demande que vous déposez, elle doit être forte toute seule. Donc, prenez le temps d'avoir toutes les informations requises, tous les documents, comme si vous aviez aucun antécédent ou comme si vous parliez à un enfant, pour être sûr que la personne comprenne. Je vais faire parler un peu des formulaires, comment les remplir. À la base, il faut choisir le bon formulaire. C'est en ligne sur le site du gouvernement, selon qu'est-ce qu'on demande et selon où on demande le permis, par exemple. Si on demande un permis de travail du Canada versus de l'étranger, ce n'est pas le même document. Donc, on prend le document, on le télécharge, on fait une première lecture de celui-ci et toujours avoir en tête que ce qu'on écrit dedans, il va falloir le prouver avec d'autres documents. Et ceux-là doivent être pareils. Donc, on dit quelque chose dans le formulaire, le document qu'on joint au dossier, il faut qu'il dise la même chose. Et ça doit être en plus cohérent avec ce qu'on a dit dans le passé. Donc, dans le nouveau formulaire, si vous déclarez de telle date à telle date, vous avez fait l'emploi X, assurez-vous que ce soit pareil que dans le passé et également pareil que dans le document que vous allez donner comme attestation de travail. Ensuite, on commence à remplir le formulaire question par question et en même temps, on recueille les documents qu'on a besoin pour prouver ce qu'on dit. Finalement, on fait une dernière révision du formulaire pour que tout concorde. Prenez le temps de lire chaque question. Et là aussi, pour monter un dossier, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à démontrer. C'est vous qui devez prouver ce que vous demandez. Il faut prouver que pour telle expérience de travail, c'est vrai, voici le document. Pour tel niveau de scolarité, voici le diplôme. Donc ici, je vais vous dire quelques éléments de documents qui pourraient potentiellement démontrer certains sujets. Pour prouver, par exemple, une expérience de travail que vous avez, évidemment, une attestation ou un certificat de travail de l'employeur est très intéressant. Ce document-là doit être, par contre, sur une lettre, une feuille officielle avec un en-tête, contenir différentes informations, le poste que vous avez occupé, le nombre d'heures, le salaire, mais aussi les principales tâches et responsabilités. Signé et daté par la personne avec ses coordonnées pour que ce soit traçable, pour démontrer que c'est une vraie compagnie ou c'était une vraie compagnie si c'est maintenant elle est fermée. Les tâches et responsabilités à mettre dans l'attestation, c'est pour trouver
la classification nationale des professions, le CNP. Plusieurs postes partout dans le monde ont des intitulés différents. Pour trouver la bonne CNP, on regarde les tâches et responsabilités. Donc, si vous aviez un titre, un poste nommé assistant gérant, mais en bout de ligne, vous ne faisiez que de la vente, ce n'est pas réellement un poste d'assistant gérant. Il faut faire attention. Aussi, des bulletins de paye sont intéressants pour démontrer la légalité de l'expérience de travail. Plusieurs bulletins de paye, souvent ce que je recommande, c'est quelques-uns au début de l'emploi, quelques-uns au milieu, quelques-uns à la fin de l'emploi. Comme ça, on vient couvrir toute la période déclarée. Si c'était comptant, donc vous receviez de l'argent comptant comme paye, avoir un suivi avec l'employeur, ça serait utile, un reçu euh, de sa part, une preuve que vous avez cotisé au fonds public, des relevés bancaires. Plusieurs pays ont différentes façons. Malheureusement, je ne peux pas commenter sur tous les pays et mes connaissances sont limitées à ce sujet. Également, une preuve de légalité du travail que vous avez fait, surtout si vous faisiez le travail dans un autre pays que celui de votre citoyenneté. C'était quoi votre statut? Si le travail est fait et que malheureusement vous n'aviez pas de statut, ça, on ne peut pas l'utiliser, cette expérience-là. Donc, tout doit concorder. Les mêmes dates dans les formulaires, les mêmes informations aussi dans les documents qu'on donne à l'agent. Alors, une question par rapport justement, merci beaucoup pour ta question, pour une lettre de référence. La lettre de c'est pas ce qu'on n'a pas la lettre de référence n'est pas requise. On ne veut pas être référé par le gouvernement. On veut que l'employeur atteste ou certifie que de telle date à telle date, oui, cette personne-là occupait tel poste. Donc, c'est différent d'une lettre de référence. L'employeur ne vous réfère pas pour un autre poste, il fait juste attester que vous avez occupé l'emploi. Et là, si l'employeur, avec cette nuance-là, ne veut pas la faire, soyez créatif. Comment on peut prouver que vous avez fait le travail? Contre-travail, bulletin de paye, une preuve de cotisation, comme je le mentionnais, une preuve d'entrée d'argent, si c'était payé par virement direct, qu'est-ce qui est marqué sur le relevé bancaire? Des fois, c'est marqué que telle compagnie paye directement. Donc, il faut voir à cet effet-là, mais c'est vraiment pas une lettre de référence. Merci pour ta question. Par rapport à la scolarité, mettez diplôme, relevé de notes, mais il faut faire attention aussi aux équivalences. Un baccalauréat, par exemple en France, ça n'équivaut pas à un baccalauréat au Québec ou au Canada. Au Québec, c'est universitaire de premier cycle, tandis dans d'autres pays, je crois que c'est tout dépendant niveau collégial ou niveau secondaire. Parce que si vous demandez un permis de travail, c'est à vous de prouver que vous respectez les exigences du poste. Et donc, si l'employeur demande que son candidat ait un diplôme de niveau collégial, c'est à vous de le prouver avec vos documents à vous. Donc, il faut faire attention. Un autre élément, une autre catégorie qui cause problème beaucoup, la capacité financière et aussi le but temporaire de la demande. Donc, pour le côté temporaire, il faut démontrer qu'il y a un lien avec votre pays d'origine. C'est un élastique, que vous allez revenir une fois que votre séjour au Canada sera terminé. C'est des séjours temporaires. La loi permet d'avoir l'intention que vous soyez résident permanent, mais
à toutes vos demandes de visiteurs, étudiants ou travailleurs, vous devez satisfaire l'agent que votre séjour aura une fin. Donc, comment on prouve les liens avec le pays d'origine? Bien, premièrement, si vous avez conjoint, conjointe, enfants, des membres de la famille, ça suffit pas, on ne fait pas juste le déclarer dans le formulaire. Il faut le prouver. Donc, certificat de mariage, certificat de naissance, une preuve du lien que vous avez avec le membre de la famille. Également, une lettre que cette personne-là va rédiger. Pourquoi vous allez revenir? Parce que vous allez vous occuper des enfants, parce que euh, vous reconduisez votre mère à l'hôpital. Et cette lettre-là, attestée sur l'auteur, assermentée. Ça fait beaucoup, je le sais, mais c'est comme ça qu'on minimise les erreurs. C'est des trucs que je vous donne, vous n'êtes pas obligé, ça fait beaucoup de travail. Aussi, on peut démontrer qu'on a des possessions immobilières. Un appartement, une maison, des terrains. Et comment on prouve ça? Bien, avec des actes notariés, un contrat d'achat, un contrat de vente, etc. Est-ce que vous avez des engagements professionnels ou éducatifs dans le futur? Euh, Est-ce que vous avez été admis à l'école pour la prochaine session? Est-ce que vous êtes en congé présentement et l'employeur pense que vous allez reprendre le travail? Donc ça, évidemment, ça se prouve avec un document, une lettre de l'employeur qui dit de telle date à telle date, vous allez être en congé, le prochain jour de travail sera telle date. Pour l'école, la lettre d'admission, etc. Et dans ce sujet-là, les fonds nécessaires. Donc là, la capacité financière, il n'y a pas de montant que vous devez prouver. Mais premièrement, plus le séjour est long, plus le montant est élevé à prouver. Et là, pensez qu'au Canada, c'est des devises, c'est le dollar canadien. Regardez sur Internet le taux de conversion et pensez que vous devez prouver le transport aller-retour, l'hébergement, les repas, les activités au Canada, payer vos besoins de base. Donc là, c'est sûr qu'on parle de quelques milliers de dollars. S'il y a plus de personnes dans votre demande, si vous venez avec votre famille, le montant est plus élevé. Alors, c'est pas tout le monde, malheureusement, qui pourra le prouver et les demandes vont être refusées très, très fortement à ce niveau-là, malheureusement. Il faut être réaliste. Mais pour prouver les fonds nécessaires, 3 derniers mois de relevé de votre compte, une attestation de solde de la banque, euh, un compte épargne, un placement, des choses comme ça. Si un tiers, une autre personne vous aide financièrement, bien, premièrement, il faut prouver le lien que vous avez avec cette personne-là. La personne doit écrire une lettre, plus on doit prouver ses fonds à elle, donc la même chose, relevé bancaire, bulletin de paye, des choses comme ça. Donc, merci beaucoup encore pour un autre, par rapport justement à ce sujet-là, j'attendais une autre question. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de répondre parce que là, il y a IRCC qui refuse des preuves de fonds car le relevé bancaire ne contient pas un code SWIFT. Je suis désolée, je ne sais pas c'est quoi un code SWIFT. Il faudrait vérifier avec la banque si un autre document est possible. Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là, malheureusement. Je suis désolée, il doit y avoir quelque chose de spécial avec le code SWIFT, mais je suis pas une professionnelle, une experte là-dessus. Et je reviens au tiers qui soutient financièrement. Si ce tiers-là est une personne ici qui vous invite finalement, c'est la même chose. On doit prouver le lien avec la personne, mais cette personne-là doit aussi vous écrire une lettre d'invitation. Et là, je fais le lien avec la prochaine catégorie, le but du séjour. Dans cette lettre d'invitation-là, pour le tourisme, il faut expliquer encore, l'autre personne explique c'est quoi son lien. Est-ce qu'elle va vous héberger? Oui. Elle va vous reconduire? Oui. Et cette lettre-là encore assermentée avec la pièce d'identité de la personne.
Et vous, le demandeur, dans votre lettre de présentation, parce que vous allez faire une lettre, je vous recommande de faire une lettre explicative, bien sûr, détailler vos réservations. Et là, vous les mettez en preuve. Qu'est-ce que vous avez de l'hôtel? Votre planification de votre séjour. Est-ce que vous avez fait des réservations dans différentes activités? Votre connaissance. Qu'est-ce que vous voulez faire au Canada? Le but, c'est que vous venez en touriste, il faut le montrer. Vous devez venir préparer. C'est beaucoup plus crédible que quelqu'un qui dit je ne sais pas, je veux un visa, je verrai quand j'arriverai. Ça, on s'entend, c'est pas la meilleure idée. Si vous demandez un permis d'études, je vous suggère de faire un projet d'études. C'est une lettre encore que vous rédigez, une lettre explicative dans laquelle vous expliquez pourquoi vous voulez venir étudier à cette école-là, venir faire tel programme. Ça doit être cohérent avec votre parcours professionnel que vous avez ou votre parcours scolaire. Si vous changez totalement de domaine, expliquez clairement pourquoi. Et surtout, expliquez en quoi vous en tirerez des bénéfices lorsque vous retournerez dans votre pays. Le but, c'est ça. C'est d'avoir un diplôme, oui, mais ensuite de retourner dans votre pays et d'avoir une carrière professionnelle. Et présentement, il y a beaucoup de restrictions au niveau des étudiants, mais ce n'est pas le but du live aujourd'hui. Dans tous les cas, peu importe la demande que vous faites, et je suggère une lettre explicative. Je fais le lien avec le début pour faire un lien entre ce que vous dites et tous les documents que vous déposez. Donc, vous déclarez que vous avez 15 000 de disponibles, vous mettez en preuve les relevés bancaires et vous mentionnez dans la lettre explicative, vous faites un texte avec cette information-là. Bien sûr, ça c'est juste quelques exemples. Il peut y avoir plein d'autres documents supplémentaires. C'est propre à chaque cas. Donc, faites attention, prenez le temps de vérifier tout ce que vous devez déposer comme document. Dans tous les cas, tous les documents que vous devrez mettre devront être en français ou en anglais. S'ils ne sont pas dans l'une ou l'autre de ces langues, vous devrez les faire traduire. Et là, la traduction doit être faite par un traducteur professionnel, pas votre ami qui l'écrit en français. Et quand vous allez mettre dans votre demande ce document-là, disons une attestation de travail, vous mettez l'attestation de travail dans sa langue d'origine et la traduction. On met les deux. Tous les documents que vous déposez doivent être de qualité. Donc, on s'entend, une capture d'écran, c'est pas la meilleure résolution. Euh, Faites aussi attention à ce qu'un tiers va écrire dans la lettre. Par exemple, la banque. J'ai déjà eu quelqu'un qui a posé une question par rapport à ça, qui m'avait écrit. Il y a eu une erreur dans l'attestation que la personne dans la banque avait fait. En bout de ligne, c'est le demandeur qui est responsable. Donc, prenez le temps de lire et de vérifier ce que l'autre personne a écrit avant de mettre le document dans votre dossier. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Chaque détail compte. Il faut être préparé, surtout patient. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un professionnel, mais un avocat, membre du barreau ou un consultant réglementé en immigration canadienne, titulaire d'un permis du collège, on s'entend, peu importe d'où est-ce qu'il travaille, peuvent vous guider, vous accompagner à travers les processus. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à communiquer avec nous sur notre site Internet. Vous pouvez prendre directement un rendez-vous ou via nos réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier par contre qu'il y a des honoraires professionnels au travail d'un représentant. Donc, ne soyez pas surpris. Et là, libre à vous, bien sûr. Toutes les informations que je dis se retrouvent sur le site des gouvernements. Merci beaucoup.
Euh, et voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.